Le Pays d'Oc est composé de sublimes paysages, parsemés de trésors patrimoniaux, tous plus fascinants les uns que les autres. C'est une région du sud-ouest de la France. L'occitan y était la langue prépondérante. L'Occitanie est un territoire particulièrement chargé d'histoire. Au cœur du Pays d'Oc coule le canal du Midi, reliant la Méditerranée à l'Atlantique. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce canal date du XVIIe siècle. Pierre-Paul Riquet, son concepteur, en a fait une prouesse technique, mais aussi une œuvre d'art. Le Languedoc-Roussillon est la plus vaste aire de production viticole au monde. Les vignobles couvrent plus de 300 000 hectares de Nîmes à la frontière espagnole. En principe, la capitale du cassoulet, c'est Castelnaudary. Mais le cassoulet ariégeois vaut aussi le détour. Il s'appelle le Mungetado. Ici, le sol est fertile, entrecoupé de nombreuses vallées et plateaux. Le Pays d'Oc français se déploie entre le Massif central et les Pyrénées. Et les collines ne cessent de se succéder, dessinant un paysage intrigant et superbe. Au XIe siècle, l'Occitanie couvre la majeure partie du sud de la France. Elle est symbolisée par les vicomtés de Béziers, de Carcassonne, par des comtes de Toulouse et de Foix, tous des seigneurs de haute lignée. À cette époque, la vie des villages s'organisait autour des châteaux. Chacun vaquait à ses occupations, tandis que le seigneur chassait ou faisait la guerre. C'est sur ces bases qu'apparut un nouveau mouvement dont les adeptes se nommaient eux-mêmes « bons hommes ». Prêchant la parole originale du Christ, ils glorifiaient une église pauvre, à l'image du petit peuple. En peu de temps, ce nouveau courant prit de l'ampleur et se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la région et donna naissance à l'épopée cathare. Afin de purger le sud de l'hérésie, à Rome, le pape et ses prélats mobilisent alors une armée de prédicateurs. L'assassinat du légat du pape par des chevaliers occitans sera le détonateur d'une violente répression. Une véritable armée est levée avec l'aide du roi de France. En juillet 1209, l'armée conduite par l'abbé de Cîteaux et le terrifiant Simon de Montfort est devant Béziers. L'abbé Arnaud Amaury est alors questionné. « Seigneur, comment allons-nous reconnaître les bons des mauvais chrétiens ? La réponse est claire, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Un terrible bain de sang suivit. Le scénario va se répéter à Carcassonne. Sa résistance ne sera pas longue. Les citernes vides, la ville est assoiffée. Carcassonne est stratégique. La ville monte la garde, au croisement des routes, vers l'Atlantique, la Méditerranée, les Pyrénées.
Avec ses 3 km de double enceinte et ses 52 tours de guet, c'est la ville la mieux fortifiée d'Europe. Après la chute de Carcassonne, l'histoire continue et s'appelle désormais la croisade des Albigeois. Albi n'a pas connu les massacres de Béziers. De cette ancienne époque reste la cathédrale Sainte-Cécile, qui compte parmi les plus belles de France. Et si de l'extérieur elle a l'aspect d'une forteresse écrasante, de l'intérieur elle est d'une beauté exceptionnelle. Dans le petit bourg de Fangeau, le clergé cathare affronte celui qui deviendra Saint Dominique et qui combattait l'hérésie par le prêche. Sous les comtes de Toulouse, la poésie des troubadours connut son âge d'or. C'est au château de Miraval que Raymond de Miraval, l'un des plus grands troubadours de Languedoc, exerça son art. Non loin, la forteresse de Puylaurens domine la plaine du Lauragais du haut de ses 697 mètres. Durant la croisade contre les Albigeois, elle accueillit de nombreuses personnalités cathares. Père Pertuse, autre grande forteresse du Fenouillède, tout aussi imprenable. Rien n'aurait pu en venir à bout, sinon la faim, la soif ou la trahison. Le 16 mai 1240, la plus forte place de la chrétienté devient possession du roi de France. Mais l'histoire s'attache surtout à Montségur, dernier rempart de la résistance cathare. Son siège dura près d'une année. Dans la nuit qui suivit le siège, 4 hommes s'échappent chargés de sacs, le long d'une vertigineuse paroi. Qu'emportaient-ils? Un trésor spirituel? Des livres sacrés? Des œuvres d'art? Ce lieu mystérieux n'a jamais délivré son secret. À l'horizon, Béziers et sa cathédrale Saint-Nazaire. Cet immense monument gothique a été édifié dans la partie ouest de l'ancienne ville médiévale. De l'extérieur, la cathédrale présente des airs de château fort. Une imposante tour carrée de 48 mètres, surmontée d'une tourelle, abrite un campanile et une cloche de la fin du XVIIIe siècle. Une des plus grosses cloches du Languedoc-Roussillon, un bourdon de 4 tonnes. Béziers a connu son âge d'or aux confins du XIXe et du XXe siècle.
la vigne a fait surgir des immeubles haussmanniens dans une ville parée du titre de capitale mondiale du vin. À 2 pas de la mairie, un autre superbe témoignage architectural fondé au siècle précédent, les Halles. Elles ne sont plus aussi odorantes et bruyantes, et le charme et la qualité gustative restent intacts. Toutes les spécialités se trouvent ici à volonté. Le Jardin des Poètes est un lieu de contemplation imprégné de la fraîcheur du vaste étang et de plantes tropicales. Les sentiers parsemés de bustes de poètes et de musiciens rappellent que Béziers est une ville culturelle. Une richesse qui perdure depuis l'Antiquité dans les traditions de la cité, la fête de Sainte Aphrodise et son chameau, devenu l'animal emblématique de la ville. Un folklore qui ne risque pas de tomber dans l'oubli. Les coutumes perdurent grâce aux passionnés et à la municipalité. Les allées Paul Riquet sont un lieu de promenade privilégié des Biterrois. Elles sont bordées d'hôtels particuliers et de cafés sous les platanes. On y découvre la statue de l'inventeur du canal du Midi, Pierre-Paul Riquet. Il n'a pas hésité à utiliser ses propres deniers pour poursuivre les travaux. À sa mort, c'est un homme ruiné qui ne vit même pas l'aboutissement de son rêve réalisé quelques mois plus tard. Riquet avait eu l'intelligence d'aller capter l'eau de la montagne pour l'acheminer vers le canal du Midi, à partir du point le plus élevé du parcours. Il a réalisé le creusement de ce canal, mais Auguste, Néron, Charlemagne, François Ier, Charles IX et Henri IV y avaient aussi songé. C'était un véritable enjeu politique et économique. La construction d'un tel ouvrage permet d'éviter aux bateaux et aux marchandises de prendre la mer et de contourner la péninsule ibérique. À cette époque, le transport maritime comportait de nombreux dangers à cause des brigands et des pirates. Un décor bien différent de celui du canal. Avant le développement du chemin de fer, la circulation du vin s'effectuait par ce canal. Mais à partir de 1900, survient la surproduction. Du sucre pour élever le degré et de l'eau pour augmenter la quantité sont ajoutés au vin. Ces fraudes entraînent l'effondrement des cours. La misère s'installe. Des comités de soutien se forment dans les villages un peu partout. 1907, Béziers est au cœur de l'événement.
les élus démissionnent en masse. Des manifestations, on passe à l'émeute. À Narbonne, le 10e régiment d'infanterie chante l'Internationale. L'armée tirera sur la foule. Le 17e régiment d'infanterie désobéit alors à son officier et soutient Béziers. Finalement, en guise de punition, le 17e d'infanterie sera envoyé en Tunisie. Ainsi se terminera ce drame de la viticulture languedocienne. La petite Venise languedocienne, Sète, patrie de Georges Brassens et Paul Valéry. Des petites maisonnettes de couleurs vives se dressent le long des quais. Sète est le plus grand port de pêche français en Méditerranée. Ici, progressivement, le transport maritime cède la place aux plaisanciers. Et sur les quais, pêcheurs, dockers et marins affichent toute leur fierté. Les racines napolitaines ou catalanes de la population donnent des personnages hauts en couleur et une ambiance unique. Les sorties en mer ou les parties de pétanque sont de rigueur. Le Larzac cache un univers où l'eau coule en abondance dans l'obscurité. L'eau se dérobe sous une épaisse couche de calcaire. Ces plateaux sont entaillés de gorges profondes, aux versants escarpés et boisés. Adossés au contrefort du Massif central, une mosaïque de paysages recèle des richesses patrimoniales remarquables. Véritable invitation à la découverte, au cœur de la nature. À la recherche de la calcite, une sorte de cristal, ces spéléologues s'apprêtent à s'engouffrer dans l'obscurité vertigineuse. Infiltrée en profondeur, l'eau crée ses sources karstiques lorsqu'elle jaillit dans les vallées. Le plateau calcaire sous lequel il s'engouffre s'est formé il y a 65 millions d'années. Une accumulation de débris marins a formé la boue qui, solidifiée, est devenue ce calcaire puissant. La pluie, les ruissellements, se sont précipités dans ces failles, les agrandissant et formant petit à petit ces immenses cavités. Ici, l'eau a façonné un extraordinaire réseau de galeries, de grottes, de rivières et de lacs souterrains. Elles attirent de nombreux explorateurs qui descendent les cascades glacées chargées de leur matériel.
dans l'antre de la terre, se trouvent les vertes de l'Avenne du Mont Marcoux. À l'abri des regards et des convoitises, l'eau a sculpté durant des millions d'années un mariage d'atomes entre le nickel et le calcium. Au-delà du phénomène physico-chimique, c'est un lieu qui nous laisse penser que d'autres trésors restent à découvrir sur notre planète. À l'abri des sommets de la Haute-Ariège se trouve une immense carrière. Nous sommes à Trimouns, la plus grande usine de talc au monde. Des énormes machines extraient le talc. Cette substance est utilisée dans de nombreux domaines, le plus connu étant sous la forme de poudre cosmétique. Mais on le retrouve également dans l'agroalimentaire et certains médicaments, et aussi dans la fabrication du caoutchouc, de la céramique et de la peinture. Voilà plus d'un siècle que la vallée offre cette manne. Et, faute de solution de remplacement, la production artisanale est passée à l'échelle industrielle, ce qui ne fait pas l'unanimité. Ce cirque impressionnant, aux paysages lunaires insolites, est ouvert au public. Les vignes du Languedoc-Roussillon produisent des vins variés. Le vin effervescent, reconnu comme étant le plus ancien au monde, vient du Languedoc. C'est la Blanquette de Limoux. 173 000 hectares de vignes sont cultivés dans cette région. Les vins du Languedoc-Roussillon, longtemps considérés comme des vins de moindre qualité, connaissent un regain de popularité depuis l'avènement des vins de cépage, commercialisés pour la plupart sous la dénomination Pays d'Oc. Ici, le vin est cueilli la nuit, pour éviter que la chaleur ne l'abîme. En effet, en cas de chaleur, le raisin s'oxyde beaucoup plus vite. Une technique qui a mis du temps à s'imposer sur ce terroir de tradition, mais qui a fait ses preuves. Ces terroirs exceptionnels offrent aujourd'hui au monde entier de grands vins chargés de culture et de passion. L'Occitanie est envoûtante. Ces paysages époustouflants regorgent de hauts lieux dont la beauté n'a d'égal que le mystère. Mais au cœur de cette apparence majestueuse, le Pays d'Oc n'en reste pas moins chaleureux et plébiscité pour sa gastronomie conviviale et gourmande. Autant de richesses qui n'en finissent pas de dévoiler leurs secrets, pour le plus grand plaisir du voyageur.